Salut chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver dans cette émission sur Africa News, votre chaîne panafricaine. Les titres, c'est tout de suite. Au sommaire, le Zamalek de retour au sommet après 17 ans de disette. Les Égyptiens ont remporté dimanche la Coupe de la CAF au bout du suspense. Victoire à la série des tirs au but face à la RS Berkane en finale retour au Caire. En Ligue des Champions, c'est une finale retour palpitante qui se profile. Pas de vainqueur entre le Wydad de Casablanca et l'Espérance de Tunis lors de l'acte 1. Les deux formations se retrouvent ce vendredi à Tunis avec un petit avantage pour les Tunisiens. Enfin, Coupe du Monde des moins de 20 ans, ça passe pour le Sénégal, premier des 4 représentants du continent à se qualifier pour les huitièmes de finale. Battus d'entrée, le Mali et l'Afrique du Sud devront se réveiller au risque de dire adieu à la compétition. Bienvenue dans Football Planet. Le week-end a été particulièrement riche en émotions avec les finales des Coupes africaines des clubs, à commencer par la Coupe de la CAF et le sacre du Zamalek du Caire au bout du suspense dimanche en finale retour face à la RS Berkane. Il a fallu la série des tirs au but pour voir les Égyptiens remporter leur premier titre dans ce tournoi, 17 ans après leur dernier sacre continental en Ligue des Champions. Le récit de cette bouleversante finale avec Serge Kofi et Ignatius Anor. L'attente aura été longue, trop longue. 17 ans après leur dernier titre continental, le Zamalek plane à nouveau au sommet du football africain, cette fois en Coupe de la CAF. Les Kairotes ont battu dimanche le RS Berkane au bout d'un suspense ébouriffant et d'une nuit particulièrement chaude. Ce succès, les Égyptiens sont allés le chercher avec les tripes et il le fallait. Après leur défaite à l'aller, il leur fallait réagir à domicile devant des Marocains décomplexés et décider à arracher leur première étoile continentale. Et ils ne se sont pas loupés, même s'il a fallu attendre la 55e minute de jeu pour voir Mahmoud Allah remettre les compteurs à 0 sur penalty. Il fallait ensuite rester solide et éviter ce but à l'extérieur assassin, ce qu'ils ont su faire pour pousser le suspense jusqu'à la série des tirs au but. À cet exercice, les coéquipiers de Khalid Boutaïb se sont montrés plus adroits. Ils emportent 5-3 pour décrocher leur premier titre continental de la Coupe de la CAF, leur 6e continental. La fin de 17 ans de disette, une éternité. Le Zamalek qui entre donc un peu plus dans l'histoire du football africain avec ce 6e titre continental. Pendant ce temps, les Marocains du Wydad Casablanca cherchent un 4e titre dans l'autre compétition, la Ligue des Champions. Mais la mission s'annonce compliquée puisqu'ils se déplacent ce vendredi sur le terrain de l'Espérance de Tunis après avoir fait match nul à domicile, un but partout lors de la première manche. Les protégés de Fawzi Benzarti devront batailler ferme pour inverser la tendance. Les explications de Bridget Ougoué et Frida Mbala Moulemois. C'est une finale retour qui s'annonce plus que passionnante. Après un match aller épatant, l'Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca se retrouvent ce vendredi pour un ultime et électrique face-à-face en Ligue des Champions. Mais petit avantage pour les Tunisiens qui sont allés décrocher le précieux match nul au Maroc, avec en bonus un but à l'extérieur qui pourrait faire basculer la balance dans cette seconde manche. Les champions d'Afrique en titre peuvent pourtant nourrir des regrets pour n'avoir pas su contenir la révolte des Wydadis, pourtant réduits à 10 à la 50e minute après l'expulsion de leur capitaine Brahim Nekash. Malgré leur infériorité numérique, les Marocains sont parvenus à recoller au score grâce à une puissante tête de Cheikh Komara à la réception d'un coup franc d'El Haddad. Le défenseur ivoirien portait alors la réplique à son compatriote Fousseni Koulibaly, auteur de l'ouverture du score en toute fin de première période. Tout reste donc à refaire dans cette finale pleine de suspense. Et oui, un suspense époustouflant pour cette finale retour, je le rappelle, prévue vendredi prochain au stade de Radès. Je vous le disais en titre, le Sénégal est le premier pays africain à valider son ticket pour les huitièmes de finale du mondial des moins de 20 ans en Pologne. Les Lionceaux ont remporté dimanche leur 2e match du tournoi devant la Colombie, 2-0. 2 buts marqués sur penalty par Ibrahima Niane et puis Dion Lopi. Les huitièmes de finale sont encore loin en revanche pour le Mali et l'Afrique du Sud, battus d'entrée et qui devront réagir ce mardi pour ne pas compromettre leur chance de qualification. Voici d'ailleurs le programme des équipes africaines cette semaine. Vous aurez bien évidemment tous les résultats dans notre prochaine émission.
Mohamed Salah, Naby Keïta, Sadio Mané vs Victor Wanyama, Serge Aurier. Quels Africains pour régner sur l'Europe? On parle bien sûr de la finale de la Ligue des Champions qui opposera samedi à Madrid, Liverpool à Tottenham. Un duel 100% anglais entre deux équipes qui ont soulevé des montagnes pour en arriver là. De remontées fantastiques respectivement face au FC Barcelone et l'Ajax d'Amsterdam, suffisant pour rendre cette finale sensationnelle. Rendez-vous donc samedi à 19h GMT. Mais avant, trois autres Africains, Alex Iwobi, Mohamed Elneny et Pierre-Emerick Aubameyang, tenteront de décrocher leur premier titre européen avec Arsenal. Les Gunners qui défient les Blues de Chelsea dans un autre duel 100% anglais et même londonien en finale de l'Europa League. Ce sera ce mercredi à 19h temps universel à Bakou en Azerbaïdjan. Parlons à présent de cette situation rocambolesque chez les Black Stars du Ghana, une équipe avec deux capitaines, André Ayew qui portera le brassard et Asamoah Gyan désigné capitaine général par l'entraîneur, l'emblématique attaquant qui a fait couler beaucoup d'encre après avoir annoncé sa retraite avant de revenir sur sa décision 2 jours plus tard après l'intervention du chef de l'État. Et c'est une question que nous abordons avec le journaliste ghanéen Ernest Corentin. Merci de nous rejoindre dans cette émission, Ernest. Tout d'abord, comprenez-vous cette décision du coach de nommer Asamoah Gyan capitaine général après avoir confié le brassard à André Ayew? Mon opinion est très simple. Au sein d'une équipe de football, nous avons des ailiers et les milieux de terrain. Donc, il y a un leader au niveau de la défense, au milieu et à l'attaque, puis il y a le leader de l'équipe en général. Normalement, l'entraîneur, qui est comme le directeur général, c'est lui qui prend les décisions. Ma réponse immédiate à votre question est donc qu'il est le patron, qu'il est l'entraîneur et qu'il prend toujours les grandes décisions. Il a donc décidé de nommer son capitaine, mais cela ne rabaisse en rien les autres qui seront là à la tête de l'équipe sur divers plans, que ce soit au niveau du fonctionnement, des performances ou de la progression de cette équipe. Mais est-ce que cette situation n'est pas le reflet de tensions au sein de l'équipe nationale du Ghana? J'insiste donc sur le fait qu'il s'agit d'une institution humaine. On ne peut pas vivre ensemble sans qu'il y ait des frictions, des désaccords. C'est la réalité de la vie. Ce n'est pas pour la justifier, mais ces choses font partie de notre quotidien. Savez-vous depuis combien de temps nous discutons de désunion? Si c'est comme ça que vous voulez dire, ou de mésentente, comme vous voulez l'appeler, dans les grandes équipes de football du monde entier. Cela arrive aux grandes équipes nationales, même au niveau des clubs, depuis de nombreuses années. À l'avenir, c'est le devoir de l'entraîneur. L'entraîneur qui est le directeur général de l'équipe de direction et des joueurs eux-mêmes. C'est à lui de tenir compte des priorités. Et j'en suis sûr, c'est avant tout de remporter des titres pour remplacer toute action personnelle. Alors, l'intervention du chef de l'État pour faire revenir Gyan a été très critiquée par les médias ghanéens notamment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Tout d'abord, ce n'est pas la première fois que j'interviens dans la carrière des footballeurs sur et hors du terrain, et selon l'importance du joueur, sa contribution et ce qu'il apporte à l'équipe nationale. De nombreux présidents du monde entier sont intervenus de la même manière. Par exemple, en Argentine, très récemment, un président a pris l'avion jusqu'à Barcelone pour s'entretenir avec Lionel Messi, considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du football, pour discuter de sa décision de revenir en équipe nationale après sa décision de quitter définitivement l'équipe après la Coupe du Monde.
Ce n'est pas la première fois qu'Asamoah attire l'attention de la présidence et ce n'est pour moi pas une façon de jouer à son avantage. Alors Ernest, pensez-vous que Gyan soit aujourd'hui un joueur dont ne peut se passer la sélection? Je ne sais pas si c'est vrai, mais juste parce que j'ai eu l'occasion de voir ce qui s'est passé pendant la conversation, une simple question posée à l'entraîneur a été s'il avait besoin qu'Asamoah soit présent pour le prochain tournoi. Et sa réponse a été factuelle. Il a besoin de lui. Ce n'est donc pas moi qui parle pour l'entraîneur. L'entraîneur a mentionné qu'il avait besoin de lui et c'est ce qui a provoqué cette conversation téléphonique entre Assa et le président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Il l'a appelé principalement parce que l'entraîneur a dit qu'il avait besoin que Assa soit là. Il avait besoin de sa performance, son bilan, son expérience et son offre à l'équipe nationale et sa carrière dans le football au cours des quelques 17 dernières années, soit la Coupe africaine des Nations Égypte 2019. Merci beaucoup Ernest Corentin que nous avons joint depuis la capitale française, Paris. Et c'est la fin de cette émission, mais l'actualité se poursuit sur notre antenne et sur notre site web www.africanews.com. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à lundi prochain. Au revoir.